Salut les marcheurs, bonjour les pèlerins, ça faisait longtemps. J'étais partie en voyage au pays des cousettes, bien sûr, et puis au pays de la peinture. Voilà, moi c'est comme ça que je voyage. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Mindscape, donc les 22 arcanes majeurs de John A. Rice, qui est un artiste américain. Alors j'avais fait une première vidéo avec l'unboxing et puis en fait après coup je me suis dit cette vidéo en termes de partage n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de contenu si ce n'est mes impressions, et mes impressions finalement elles n'ont pas grande valeur. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une deuxième vidéo avec plus de contenu, c'est-à-dire que je vais et vous présenter ce tarot des 22 arcanes majeures. Je vais également vous lire deux traductions des cartes, des deux cartes supplémentaires. Et puis, je vais vous présenter son processus de création, qu'il décrit très bien et qui est très particulier. Je vous présenterai également ce livre qui est vendu avec. Et en fin de vidéo, si c'est possible, je vous présenterai un tirage à 4 cartes qu'il propose et que je trouve très intéressant, et ce qu'il en dit me paraît intéressant. Voilà, je ferai une deuxième vidéo avec la lecture environ de 7 à 8 arcanes majeures, ce qui fera au total une dizaine d'arcanes, ce qui est pas mal parce que j'ai trouvé qu'il y avait matière à partager. Voilà. Avant de commencer, je voulais vous lire quelques lignes de ce livre Marcher, méditer de Michel Jourdan, Jacques Vigne, parce que je trouve que c'est pour moi toujours important de me référer à des écrits, à des pensées, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on va plus loin, si je puis dire. Alors d'abord une petite phrase de Milarepa. Celui qui va lentement arrivera rapidement. Mais oui, parce que pour nous, les marcheurs, on sait bien qu'il ne s'agit pas de marcher pour se rendre quelque part. Quand on chemine, la pensée s'éclaire. La marche, en fait, nous dépouille. La marche renouvelle notre perception du monde. La marche, et je dis bien la marche au propre comme au figuré, nous place en relation avec l'univers, à notre place d'homme, les pieds en lien avec la terre et la tête, le mental un petit peu plus haut et dans une belle circulation. Voilà, sur ces belles pensées, je vais commencer la présentation. Juste vous montrer la jolie coquille Saint-Jacques que m'a brodé ma fille et que je voulais honorer aujourd'hui. Alors, John R. Rice, j'ai beaucoup de mal à dire ce prénom John, plus loin A. Rice. En fait, John Rice, je vais dire ça, ce sera plus simple pour moi, je m'en excuse auprès de lui. C'est un artiste, c'est un pastelliste à l'huile qui est basé à New York, qui a une
comment dire, un studio, une entreprise, et qui est cinéaste de formation. Et ça, c'est important. Il est cinéaste, il est également lecteur de tarot. Il l'a appris apparemment il y a un certain nombre d'années avec une mentor, comme il le dit, je vous le présente. Vous voyez, c'est lui, c'est un jeune homme. Donc en Italie. Et on sent que c'est quelqu'un qui effectivement aime le tarot et le pratique. On le verra dans son processus de création. Donc ce tarot, en fait, il date de 2022 au niveau de la vente. Il a été en fait proposé sur Kickstarter et moi je l'ai loupé sur Kickstarter, donc je l'ai acheté sur sa boutique. En fait, il a recueilli quand même 85 000 $, 900 contributeurs, et je l'ai reçu début septembre, je crois. C'est un tarot qu'il a créé pendant la pandémie de Covid, comme on a vu quelques tarots maintenant qui ont été créés pendant cette pandémie, qui a été finalement une période de création importante également. C'est le revers, le côté pile ou le côté face de la médaille, je ne sais pas comment dire. Et dans son processus de création, il indique que cette pandémie donc, a marqué beaucoup ce tarot. Donc la mort, l'arcane 13, a plus d'un titre dans ce tarot. Il explique aussi dans son processus de création à quel point, puisqu'il a créé ce tarot en fait sur plusieurs mois, je crois que c'est un peu plus d'un an, 2 ans, pardon, c'est 2 ans. Il a mis 2 ans pour créer ce tarot. Et durant sa création, la création de ces arcanes, il y a eu des événements considérables qui sont arrivés aux États-Unis et il en parle dans son livre et je vous en parlerai également. Donc ce livre, c'est voilà, que je vous présente là, c'est un joli livre aussi. Et c'est un livre très intéressant, c'est un livre avec, j'ai enlevé ça pour pouvoir bien le manipuler, c'est un livre avec, où il explique d'abord son processus de création, il parle de la lecture des cartes, et puis il y a donc les arcanes qui sont expliqués avec une grande photo couleur, et puis ensuite, le texte. Dans ce texte, les mots-clés, la symbologie, une référence, une association aux planètes du zodiaque, à l'élément, également aux runes, également aux lettres hébraïques. Et puis, on voit au bas de la carte également sa signature sous forme de sigil. Voilà, donc joli livre. Alors, je passe tout de suite derrière la caméra. Et me revoici. Voilà, je vous ai présenté un petit peu l'ensemble des cartes. Pendant que je vous dis que ce tarot, en fait, pour John A. Rice, a été construit en fait, bien sûr, comme le voyage d'un passager clandestin sur un voilier. Voilà, donc on voit par exemple avec cette carte du fou que ce passager clandestin attend de prendre le navire
pour embarquer. Donc là, on est vraiment dans ce, comment dire, dans ce voyage. Et c'est un voyage qui va nous amener dans diverses contrées, donc où on ne verra pas, à part cette première figure, ce premier plan pris de dos du fou, on ne verra plus ensuite de silhouette, si ce n'est la silhouette de la grande prêtresse. On pourra apercevoir de loin des silhouettes, mais voilà, il y a la personne n'est pas au centre du plan, si je puis dire. On est, je dirais, derrière la caméra et on met le focus sur le paysage. Donc voilà, un tarot conçu comme un voyage multiculturel. Et John Arys souligne un petit peu son sentiment, évoque son sentiment par rapport au Rider-Waite classique en disant que selon lui, il manque de multiculturalisme au point d'en être excluant. Voilà, c'est son point de vue. Donc, dans la création de ces cartes, donc dans la création de ce tarot qui évoque, dont le style en fait évoque l'impressionnisme, on voit à la fois voilà, ce paysage voilà, avec une ligne d'horizon très lointaine, mais en même temps des couleurs vives. Alors il dit que la couleur a été très importante pour lui et elle n'est utilisée qu'en tenant compte de sa signification et de ses associations. Le rouge donne la vie, le pouvoir, l'énergie. Le jaune déclenche la conscience, l'illumination et l'esprit. L'orange inspire la créativité et la sexualité. Le jaune déclenche la conscience, l'illumination et l'esprit. Le vert signifie la nature et la croissance. Le bleu symbolise la vérité et la dévotion. Le violet fait allusion à la spiritualité et à l'intuition. Le gris indique la sagesse et la maturité. Le noir souligne l'oppression et aussi la protection. Le blanc met en valeur la pureté et l'innocence. Voilà un peu pour ce processus de création. Je vais y revenir en vous montrant les cartes et en essayant de, comment dire, de transmettre en fait son message qui était de dire comment son travail de créateur a absorbé l'énergie des événements qui l'entouraient à cette époque. Je vous en donnerai des exemples. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais peut-être commencer à vous lire ces deux cartes. Alors, ces deux cartes, en fait, elles sont vraiment très très riches. Ici, donc, on a les catacombes. Voilà. Et ici, on a ce que j'ai traduit par le grand œuvre.
qui fait référence, quand on le traduit de cette manière, je ne sais pas si j'ai eu raison, à l'alchimie. Et bien sûr, le pèlerin, il est dans ce processus-là. Alors, ce sont deux cartes très riches qui font passer les valeurs qui sont importantes aux yeux de John A. Rice. Alors, j'essaie de faire un gros plan sur elle. Voilà. Et je lis ces cartes. Alors, donc le grand œuvre. Donc, le grand œuvre est associé donc au nœud nord. Alors, on sait bien, enfin, pour peu qu'on s'intéresse un peu à l'astrologie karmique, que le nœud nord, c'est un nœud lunaire. Donc, c'est un point d'intersection entre l'orbite lunaire, c'est-à-dire le trajet de la Lune, et l'écliptique, le trajet du Soleil. Donc, ce nœud nord, il dévoile la mission d'âme, les dons innés, les projets à réaliser dans notre incarnation. C'est donc notre allié. Le connaître, c'est donc essentiel. Il nous donne des réponses pour guérir et pour nous libérer des mémoires anciennes. Le nœud sud, lui, contient les informations des vies antérieures. Alors, j'ai essayé de me pencher là-dessus un petit peu pour être clair dans mon discours. C'est la raison pour laquelle je vous le lis de cette manière. Ça n'apparaît pas dans le livre de John A. Rice, il y fait référence. Donc, les mots-clés du grand œuvre, c'est la gratitude, la légèreté, l'appréciation, l'attention, la spontanéité, le destin, l'interconnexion, le jeu cosmique, le macrocosme ou microcosme. La symbologie, galaxie, étoile, constellation, tombée de la nuit, montagne, ville, clocher, lumière, maison. Donc, pour lui, dans l'intitulé en fait de cette carte, voilà, ici, voilà, dans ce texte, ça me donne l'occasion de vous montrer comment il présente les choses. Donc, il dit une tapisserie de connexion. Embrasser la vie. À l'ombre d'une chaîne de montagnes brille une petite ville, ses lumières imitant la danse cosmique dans le ciel au-dessus. Vous faites partie de cette danse. Il fait référence donc à Lila, comme Lila. Lila qui, dans la philosophie indienne, est le jeu des divinités qui se cachent derrière les apparences du monde phénoménal. Et dans l'hindouisme, c'est-à-dire la religion, c'est le ballet divin des âmes, c'est-à-dire la danse cosmique orchestrée par les divinités. Donc, une référence à ce ballet des âmes. Donc, il nous dit, vous faites partie de cette danse, vous êtes un seul fil dans cette tapisserie que personne ne peut voir, mais votre rôle est de la plus haute importance. Le firmament, impressionnant, inspirant,
ne pourrait exister sans le scintillement joyeux de chaque étoile individuelle et l'harmonie de ses constellations. Le grand œuvre est la construction de l'univers, mais aussi de nos communautés, de nos relations. Prenez un moment pour débrancher, apprécier le beau chaos qui vous entoure. Les choses ne seront jamais exactement encore de cette façon. Vous ne serez plus jamais comme ça, mais vous faites partie du grand œuvre ou de la grande œuvre. Et c'est nous, toujours en grandissant ensemble dans la beauté et la grâce. Donc en fait ici on peut voir, on peut apercevoir le thème de l'impermanence, de l'éternité, de la, comment dire, de la cohabitation de cette énergie individuelle et collective dans ce ballet qui forme un ballet et cette connexion au-delà des apparences, au-delà du monde matériel avec les âmes, notre âme et les âmes, le collectif. Je trouve que c'est... enfin, pour moi, je trouve ça assez décoiffant, quoi. Je trouve ça profondément intéressant. Alors, je vais également vous lire les catacombes, qui sont également, je trouve, une pépite. C'est vrai que les catacombes, bon, quand j'ai vu les catacombes, je me suis dit, pourquoi les catacombes? Alors, avant de regarder, je me suis dit, bon, pour moi, il y a une référence à l'histoire de l'humanité, à la manière dont on a honoré les morts, traité la mort de manière collective. Et puis, il y a ces catacombes qui forment les souterrains de nos vies, actuelles. Donc, des vies antérieures. Et le lien qu'on a aussi à ces vies antérieures, à cette histoire. Alors, donc, les catacombes, donc il l'associe à Chiron. Je ne suis pas suffisamment calée pour vous parler de Chiron. Pour moi, Chiron, le peu que j'en sache, c'est que c'est associé à la guérison dans la conscience. Mais voilà, je ne pourrais guère vous en dire plus si parmi vous, il y en a qui sont calés et qui peuvent me dire, eh bien, je partagerai cette information avec plaisir. Donc, les mots-clés, famille, ancêtre, inconscient collectif, intégration passée et présente, guérison, réconciliation, médiumnité, égalité, héritage, tradition, aînesse. Alors, au niveau de la symbologie, on a l'ossuaire, le puits de lumière, on le voit bien là. L'entrée et la sortie. Il y a vraiment cette circulation entrée-sortie, haut-bas avec les échelles également. L'éléphant au-dessus de la porte. Alors j'avoue que je ne le vois pas là, moi, l'éléphant au-dessus de la porte. Il faudrait que je regarde avec une loupe, mais là ça ne me saute pas aux yeux. La porte, l'obscurité contre la lumière. Bon, associé à l'élément terre. Caché, donc le titre en fait de son petit récit, c'est Fouille, plongée dans le passé. Caché sous la surface de nos vies,
se cachent des gens, des histoires d'il y a longtemps, qui façonnent qui nous sommes aujourd'hui. Et leur cache de sagesse et d'expérience est à notre disposition à n'importe quelle étape du voyage. Bien que descendre les échelles tordues puisse être effrayant, voire douloureux, il faut descendre pour monter de l'autre côté. L'ossuaire sombre peut être rempli de secrets et de ressentiments, mais aussi de surprises et de guérisons. Vous seul détenez la clé de la crypte. Alors, quand vous serez prêt, prenez une torche pour éclairer le chemin. Remarquez l'éléphant au-dessus de la porte, symbole de la famille. Alors moi j'ai recherché, j'ai pas vu, je l'ai pas lu comme symbole de la famille, mais parce que je n'ai pas trouvé les bonnes informations sûrement. Pour moi, le symbole de l'éléphant en Orient évoque la longévité, la sagesse, la prospérité, la force. En Occident, il est associé à l'intelligence, à la mémoire. Dans l'hindouisme, Ganesh, dieu de la sagesse, de l'intelligence et de la prudence. Rappelez-vous, dit-il, les fantômes du passé se manifestent toujours dans le présent. Pour le meilleur ou pour le pire, il faut s'en occuper. Voilà pour ces deux cartes. Bon, vous voyez, ces deux arcanes, pardon. Vous voyez qu'elles sont riches, elles sont puissantes. Donc, je vais maintenant faire une petite pause et vous proposer les cartes de manière plus classique. Et comme je vous l'ai dit, dans une prochaine vidéo, je vous lirai, je vous ferai plusieurs lectures. Alors voilà, me revoici. Donc, d'abord vous présenter l'objet. Vous voyez que c'est une toute petite boîte, bien sûr, mince, puisqu'il n'y a que 22 arcanes. En fait, le dessin qu'on retrouve au dos des cartes, c'est un croquis, c'est un dessin, pardon, qu'il avait dessiné dans un carnet de croquis après une longue pause dans sa vie, une longue pause artistique. Un carnet de croquis qu'il avait nommé quitter sa zone, sa zone de confort. Voilà, donc pour lui, c'était, ça avait du sens, c'était repartir en voyage. Donc on commence par le fou. Alors le fou en fait a coïncidé pour lui avec le déménagement de son partenaire pour des études. Et donc, ça a été aussi au quotidien une aventure périlleuse parfois, nous dit-il. Alors j'aime beaucoup les couleurs, les harmonies de couleurs qu'il y a. On les voit peut-être davantage ici sur l'image de son livre. Et c'est vrai que c'est très agréable d'avoir cette grande photo qui nous permet aussi de bien étudier sa carte. Donc, c'est un tarot qui est très accessible. Tout de suite, on est transporté nous-mêmes dans ce voyage. Alors, on arrive ensuite au magicien avec ce magnifique puits de lumière.
Donc, il dit que le magicien, pour lui, a coïncidé avec la manifestation de ses dons artistiques dans plusieurs domaines de sa vie. Alors j'aime beaucoup, moi, ce puits de lumière. Et ces échelles, bien sûr, toujours. Ce puits de lumière, c'est magique. Donc, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, on la découvre en fait à l'entrée d'une tente, un peu comme une diseuse de bonne aventure. C'est celle qui est en connexion avec l'intuition, avec le subconscient, avec la spiritualité, l'illumination, le savoir également. On arrive ensuite chez l'impératrice. On aperçoit une silhouette au loin dans ce jardin d'hiver. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un joli nom. C'est comment dire, ce genre d'architecture. C'est pas délicatesse, c'est coquetterie ou quelque chose de ce genre, je ne sais plus. Mais voilà, ça a quelque chose de très romantique. Donc dans ce paysage d'abondance, en lien avec l'eau, la nature. Et je crois me souvenir aussi que pour lui, la nature, les fleurs, c'est quelque chose d'important parce que sa mère travaillait, avait une profession en lien avec les fleurs. Et on les retrouve très présentes dans ce deck. Voilà, donc on est dans un univers un peu mystérieux. Alors, l'empereur, on trouve la grande muraille. Là, c'est une digue, plus qu'une muraille, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu... on pourrait se croire en Chine, mais il y a l'océan derrière cette muraille. Donc, bon, on retrouve bien la notion de masculinité, de pouvoir... d'une structure, voilà, rassurante. Alors, ensuite, on arrive au hiérophante. Moi, j'adore ce hiérophante. Alors, je vous le lirai justement dans la prochaine vidéo. Je vous ferai la lecture de ce hiérophante. J'aime bien parce que on retrouve, enfin, pour moi, je trouve qu'on trouve un hiérophante chaman un peu. On n'est pas, on a quitté l'institution, la lourdeur de l'institution, et on est là dans la nature et dans un paysage assez aride, mais dans ce paysage, il y a néanmoins ce hiérophante et
cette notion de guide, de chaman, de guide, euh, de, de savoir et d'apprentissage aussi, de transmission, voilà, plus guide que transmission peut-être. Alors voilà, les lovers, là on retrouve toute cette opulence de fleurs, c'est joli, hein. Et donc là, c'est vrai que j'ai eu du mal en fait, moi, à voir le lien avec les amoureux. Alors, le lien, il le fait, semble-t-il, je vous le lirai aussi, il le fait dans, bon, comment dire, dans ce choix qui existe entre aller dans cette direction ou aller dans cette direction, dans ce paysage romantique, dans ce récit qu'il a autour de cette silhouette qu'on aperçoit ici, qui peut être en train d'attendre quelqu'un ou qui peut avoir quitté quelqu'un. Bon, moi, j'ai pas trouvé ça très... ça ne m'est pas apparu comme étant quelque chose d'évident. Voilà. Ça n'est que mon avis. Alors, ici, le chariot. Donc, le chariot, il l'associe au cancer. Bon, moi, je ne connais pas suffisamment l'astrologie pour me permettre de porter un jugement. Simplement, ça m'a interrogé pourquoi le cancer. Je ne l'associerai pas spontanément au chariot. L'eau, bon, oui. Donc on voit bien, comment dire, dans ce rapide et cette embarcation, la notion de mouvement, voilà, de mouvement, de contrôle, de liberté, de conduire, d'aller vers, de succès aussi, bon, voilà, de jolies couleurs également. Alors, on arrive à la force. Donc en 8, c'est un rider, donc la force est en 8. Bon, on retrouve bien dans la force cette notion d'apprentissage, de la maîtrise, cette notion d'instinct à travers le cheval, et puis de puissance également à travers cette montagne. Oui, donc ça me paraît plus explicite. Jolie, jolie montagne, vraiment. Alors, on arrive à l'ermite. Oh, j'adore la carte de l'ermite. Donc, vous voyez qu'on ne voit pas l'ermite, on voit sa grotte et on voit cet escalier qui monte à la grotte. Donc, je vous lirai la carte de l'ermite. Donc, on retrouve bien cette notion d'introspection, de la grotte de Socrate. Donc, cette notion de chemin, d'isolement, de solitude, pour faire ce travail. Et en lien avec cette nature
dont on a tant besoin. La roue de la fortune. J'ai trouvé que c'était très original, très intéressant, avec cette toile de cette magnifique tisseuse, la reine des tisseuses, l'araignée. Alors je vous la lirai également. Bon, donc lui, il y voit un cœur. Moi, ça m'a pas sauté aux yeux. Donc, on retrouve bien la notion de, comment dire, de cycle dans cette toile, cette notion de mouvement. Également, là, il y a, comment dire, elle est un peu abîmée, cette toile. On voit cette lumière aussi, toujours de jolies lumières, des rayons, des rayons, des rayons. Voilà. Alors, la justice donc en 11. Donc là, la justice, il nous la présente, enfin je trouve, comme une justice humaine à travers son institution, l'institution que l'homme a fabriquée. Une institution imposante qu'on se doit de révérer. Mais on ne voit pas, on parle de justice humaine, mais on ne voit pas l'homme. On voit une structure très imposante. Alors, le pendu. Donc le pendu. Alors je vous dirai aussi le pendu. Alors le pendu, du pendu, il dit qu'il lui a rappelé d'être patient pendant qu'il luttait contre une maladie apparemment importante, il dit débilitante. Voilà. Bon. Alors, on voit cette aurore boréale. C'est vraiment magnifique, ces couleurs-là. Alors, je ne sais pas si la caméra rendra honneur à ces couleurs, mais une aurore boréale, moi je rêve d'en voir une. Et puis, il y a ce petit ours, enfin, ce petit ours. Non, c'est pas le petit ours, Régine. C'est pas le petit ours de Boucle d'Or. C'est l'ours qui est en train de crever sur la banquise. Bon, bref. Donc, voilà. Et puis, la mort. Mort. Alors, il dit qu'à bien des égards, la mort est la pièce maîtresse du tarot. Pour lui, elle résume la création de son deck au milieu de la pandémie du Covid. Les pertes intenses, imprévues, les pertes de vie, les pertes d'emploi, les pertes de sécurité, les pertes d'identité, les pertes de contrôle, les pertes de but. La carte de la mort représente toutes ces choses, dit-il, et prescrit l'action douloureuse mais nécessaire de lâcher prise et d'aller de l'avant. Donc pour lui, c'est comme un code dans ce pont, le code de ce pont. Une sorte de signature artistique, dit-il. Donc, moi, dans l'instant, ça m'a un peu surpris cet arcane, parce que j'ai été un peu surprise parce qu'on y voit un champ de bataille avec un char, un canon, donc ça me faisait plus penser à un champ de bataille que ce processus qui est voilà, à l'œuvre dans l'arcane 13. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Je vous lirai également cette carte, cet arcane. Alors, tempérance.
Donc, tempérance, décrite ici plus comme, comment dire, là on voit, comment dire, la cohabitation. euh, la cohabitation du feu et de l'eau, et le résultat, résultat en est cette terre fertile, volcanique, euh, cette terre, cette pierre de l'obsidienne, cette obsidienne. Et donc, je dirais qu'elle est plus enfin, pour moi, je la ressens, je la reçois plus comme le résultat. Voilà, c'est que, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, que comme un processus, en fait. Euh, Parce que finalement, il y a une cohabitation de l'eau et du feu qui donne, voilà, ce résultat. Mais je le vois un peu comme du hasard, quoi, le hasard d'une nature. Donc voilà, il y a quelque chose là que je perçois pas bien dans la tempérance. Mais bon, voilà. Alors, le diable, je vous la lirai également. Moi, j'étais surprise au début quand j'ai vu cette carte. Je me suis dit, c'est quoi le rapport avec ce bus là qui nous arrive droit devant, ce paysage urbain et le diable. Bah, en fait, lui décrit, comment dire, il met en lumière, si je puis dire, cette construction humaine de la ville, la construction urbaine humaine dans son côté sombre, addictif, divisant, voilà. Donc, il a cette approche-là. La dark city. Alors la tour, très jolie tour. Donc on est vraiment là plongé dans une autre époque. Oui, j'ai oublié de vous dire, mais vous le voyez que le livre est en anglais, bien sûr. Donc, alors, là, il y a on pourrait dire que c'est entre le sigil et le symbole. Donc, cette jolie tour d'une autre époque, avec ces deux amis, ces deux rescapés. Bon, ben, le symbole est évident. Très jolie, oh, magnifique carte de l'étoile. Vraiment, vraiment très jolie avec cette étoile filante. Cette notion de vulnérabilité qu'on a avec ce petit fan et sa maman, cette biche, et en même temps, comment dire, la notion de guide à travers la biche et son petit fan. Et voilà, la simplicité, la, la- le rapport, direct à la nature. Et il y a une notion de paix, de vibrance dans cette carte, je trouve.
avec ce joli mauve là. J'adore les couleurs de cette carte, vraiment. Alors, on arrive à la lune. Donc la lune, je crois que ça a été l'une des premières cartes qu'il a fait au tout début de la pandémie. Donc cette lune, on voit bien ce paysage un peu trouble, un peu flou. Alors, je me presse un petit peu parce qu'elle a encore été longue. Donc je ferai et la lecture et le tirage en fait dans la prochaine vidéo. Donc le soleil, on aperçoit ces deux enfants et on a vraiment cette notion de joie avec ces tournesols, d'optimisme. Très très belle carte. Ça me rappelle un deck d'une américaine également, mais là comme ça je me souviens plus. Alors le jugement. Alors bon, là aussi j'étais un peu suspendue. Bon, je me suis dit, c'est quoi le rapport avec le jugement? Bon, il n'y a pas de trompette. Donc, je vous le lirai. Donc, effectivement, il faut rentrer dans la carte pour entendre la trompette, ou tout au moins la musique. Donc là, on a bien deux mondes qui cohabitent. On a le monde de la cité et l'autre cité. Bon, il y a une tombe qui est ouverte. Donc on peut penser, il y a une tombe qui est ouverte, on peut penser que quelqu'un en est sorti, qu'il y a que c'est ainsi que on parle du réveil, du rééveil. Mais bon, ça ne m'a pas semblé évident, donc je vous lirai. Il y a souvent la cohabitation comme ça. Il met en scène des cohabitations d'extrêmes. Alors, et le monde. Ah oui, alors, j'ai oublié de vous dire que le jugement, pour lui, en fait, était en lien avec cet impact de l'ouragan Ida qui a dévasté la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est pour ça qu'il a créé ce paysage urbain coloré, tout en insistant sur des images sombres. Bon, d'accord. Le monde. Donc, elle est très évocatrice, je trouve, cette carte du monde avec cette perspective. Avec cette clarté également, cette vision, voilà. Et ce positionnement, parce qu'on est assez haut, là. Voilà. Donc, eh bien, mes chers amis, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de mettre un pouce, éventuellement de mettre des commentaires, bienveillants si vous le souhaitez. Si vous n'en avez pas envie, eh bien dans ces cas-là, je préfère que vous vous absteniez. Et si vous avez des envies particulières de lecture de cartes par rapport à ce deck, faites-le moi savoir. Voilà. J'espère que vous pourrez réagir à cette vidéo. Au revoir.